La grande majorité des personnes réanimées avec succès sont admises aux soins intensifs dans un état comateux. Pour les familles angoissées de ces victimes, il est important de savoir si leur être cher va se réveiller et si oui, dans quel état. Mais prédire l'évolution de ces patients représente un défi de taille pour les médecins qui les prennent en charge. Nous en parlons dans un instant. Bonjour, je m'appelle Anne Baudouin et je suis pédiatre retraitée. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée à la réanimation cardio-pulmonaire. Ici, nous allons au-delà de la technique et nous abordons les aspects peu connus, mais importants à connaître de la réanimation. La vidéo d'aujourd'hui, la 6e de la série, porte sur la détermination du pronostic neurologique chez les personnes réanimées avec succès. À l'admission aux soins intensifs, ces personnes sont branchées sur un ventilateur mécanique et soumises à différentes mesures thérapeutiques afin de les maintenir en vie. Leur pronostic est réservé et dépend principalement de l'ampleur des dommages cérébraux provoqués par la réanimation. C'est sur la détermination de ce pronostic que repose en grande partie la décision de poursuivre ou non les traitements de maintien des fonctions vitales. Les protocoles ne sont pas les mêmes dans toutes les unités de soins intensifs, mais une pratique générale est celle d'envisager la possibilité d'un bon pronostic et d'évaluer l'étendue de la lésion cérébrale 72 heures après l'admission du patient. Pourquoi attendre ce laps de temps? Parce qu'on veut qu'un jugement clinique de mauvais pronostic soit émis avec le plus haut degré possible de certitude. Pour ce faire, on privilégie une approche multimodale. À l'examen neurologique, qui est la pierre angulaire de l'évaluation, on ajoute l'information fournie par les études électrophysiologiques, surtout les électroencéphalogrammes et les potentiels évoqués, les taux sériques de marqueurs biochimiques, c'est-à-dire les niveaux sanguins de certaines substances qui sont libérées par les neurones endommagés, et les techniques d'imagerie cérébrale, principalement la tomodensitométrie ou TACO et la résonance magnétique. Chacune de ces modalités permet d'évaluer les différents critères associés à un mauvais pronostic. Qu'est-ce qu'on entend par mauvais pronostic? Les médecins-chercheurs utilisent le plus souvent l'échelle CPC pour évaluer les fonctions neurologiques des patients réanimés. Ils ont convenu de considérer les catégories 1 et 2, qui correspondent à des séquelles légères ou un handicap modéré, comme un bon résultat neurologique, et les catégories 3, 4 et 5, qui correspondent à un handicap sévère, l'état végétatif ou la mort, comme un mauvais résultat neurologique. Pour plus de détails à ce sujet, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Vous y avez directement accès sur l'écran de fin. Alors, quels sont les critères associés à un mauvais pronostic? Il y en a plusieurs dans chaque modalité et ils sont évalués à des moments précis de l'évolution clinique. Nous n'allons pas les passer tous en revue car ça alourdirait énormément la vidéo. Mais parlons un peu de l'examen neurologique qui permet de surveiller au jour le jour la possible, ou plutôt l'incertaine, récupération fonctionnelle du patient. Il y a 3 points importants à souligner. Premièrement, la réponse motrice à la douleur. Elle permet d'évaluer la profondeur du coma. Le patient qui ne réagit pas à la stimulation douloureuse ou qui présente une réaction stéréotypée en flexion ou en extension est un patient qui n'a pas beaucoup de chances d'évoluer favorablement. Deuxièmement, les réflexes du tronc cérébral. Situé à la base du cerveau, le tronc cérébral est l'une des régions essentielles au maintien d'un état de conscience normal.
Plusieurs réflexes proviennent du tronc cérébral, dont les réflexes pupillaires et cornéens, qui sont les plus utilisés pour vérifier l'intégrité du tronc cérébral. Un réflexe pupillaire normal est une contraction de la pupille en réponse à la stimulation lumineuse de l'œil. Et un réflexe cornéen normal est un clignement des paupières en réponse à la stimulation tactile de la cornée. L'absence bilatérale de ces deux réflexes a une forte valeur prédictive de mauvais pronostic. Et troisièmement, les myoclonies. Ce sont des secousses musculaires brèves et involontaires qu'on observe fréquemment chez les patients réanimés. La présence de myoclonies généralisées survenant de façon spontanée, répétitive et fréquente est indicatrice de mauvaise évolution. Et il y a un autre point important à souligner, c'est que la vulnérabilité du cerveau au manque d'oxygène n'est pas uniforme. Les régions du cerveau les plus vulnérables sont, d'une part, le cortex cérébral, qui intervient dans la pensée, la perception et la conscience, et dont les multiples fonctions sont réparties entre ces différents lobes, et d'autre part, plusieurs structures sous-corticales, plus particulièrement l'hippocampus, qui joue un rôle important au niveau de la mémoire, les ganglions de la base et le cervelet, qui sont impliqués dans le contrôle des mouvements. La région la moins vulnérable est le tronc cérébral, qui, s'il récupère, le fait habituellement dans les premiers jours suivant la réanimation. Cela signifie que la présence des réflexes pupillaires et cornéens ou d'autres réflexes du tronc cérébral n'est pas nécessairement synonyme de bon pronostic. Le cortex et diverses structures sous-corticales peuvent avoir subi des dommages permanents, ce qui se traduira par des déficits plus ou moins importants en fonction des régions touchées et de la gravité des lésions. Selon les algorithmes recommandés dans la littérature scientifique, je vous laisse quelques références dans la description, certains critères bien définis dans chaque modalité doivent être remplis pour établir un mauvais pronostic. Chez les patients qui ne remplissent pas les critères, on considère que le pronostic est indéterminé et on recommande de réévaluer la situation 24 heures plus tard et ainsi de suite selon l'évolution, jusqu'à être certain du mauvais pronostic avant d'envisager le retrait des traitements. Cela signifie que beaucoup de patients dont le pronostic est mauvais continuent d'être traités pendant plusieurs jours et finissent par sortir de l'unité des soins intensifs dans un mauvais état neurologique. Je vous donne un exemple, celui de mon fils Eduardo. Pendant les premiers jours de son hospitalisation, son examen neurologique était des plus préoccupants et les électroencéphalogrammes ne laissaient présager rien de bon. Mais il avait, me disait-on, une très bonne réponse à la douleur. Eh bien, il est sorti de l'unité des soins intensifs dans un état végétatif. Et des années plus tard, cloué sur sa chaise roulante, il m'a demandé « Pourquoi tu ne m'as pas débranché? C'était facile pour toi? Tu étais médecin. » Il avait raison, et sa question m'est allée droit au cœur. Pour en connaître la réponse, il faut cliquer sur le premier des deux liens qui sont dans la description. Les médecins chargés d'établir le pronostic de patients réanimés ne peuvent pas se contenter de suivre un algorithme de façon mécanique. En plus des différents tests neurodiagnostiques, ils doivent considérer tous les facteurs qui entrent en jeu, comme par exemple la cause et les caractéristiques de l'arrêt cardiaque, et surtout tenir compte des particularités du patient dans son contexte. En fait, pronostiquer est une tâche complexe et pleine d'incertitudes. On peut mesurer, toujours avec une certaine marge d'erreur, une série de paramètres pour constater l'état d'un patient à un moment donné. Mais on peut difficilement prédire
comment le patient en question va évoluer. Le plus important, quand on établit un pronostic, ce n'est pas de faire une prédiction parfaite. C'est d'évaluer le patient le mieux possible et d'agir dans son intérêt. Il faut donc se poser la question suivante. Est-ce que le patient accepterait de continuer d'être soumis à des mesures agressives de maintien des fonctions vitales et de risquer ainsi de se retrouver avec un handicap qui le priverait de liberté et d'indépendance? Parce que c'est ça la réalité. Dès l'admission aux soins intensifs, on sait que la perspective pour ces patients est sombre, puisque les taux de mortalité sont très élevés et que la morbidité chez les survivants est importante. On sait aussi que plus l'état comateux se prolonge, plus la mauvaise évolution se confirme. La majorité des patients qui sont toujours dans le coma 72 heures après l'admission évoluent mal, c'est-à-dire qu'ils meurent éventuellement ou, pire encore, se retrouvent dans une CPC 3 ou 4. Qu'en est-il des patients qui ont une bonne évolution? La majorité se réveille dans les 2 ou 3 premiers jours après l'admission et ne sont généralement pas soumis au processus de détermination du pronostic neurologique. Mais attention, leur bonne évolution est relative, puisqu'ils sont classés dans les catégories CPC 1 et 2, qui englobent des séquelles neurologiques significatives, parfois assez invalidantes. Alors, disons que la définition de bon pronostic manque un peu de réalisme. Quoi qu'il en soit, la décision de poursuivre ou non les traitements intensifs doit être prise en fonction du patient et de son bien-être. Car l'objectif prioritaire de toute option thérapeutique est de faire du bien au patient. Ce qui m'amène à poser la question suivante. Est-ce qu'on peut dire que la réanimation cardio-pulmonaire est une intervention bénéfique? Nous en parlons dans la vidéo de la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.